Coucou les Kimichou, je vous souhaite la bienvenue en ce dimanche et en même temps à chaque fois que je dis un jour ça se passe pas bien. Donc juste bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour visionner cette vidéo puisque j'ai fait... Ah, ça peut pas rouler jusque là, attendez, je vais le tourner. Puisque... Toujours pas. Puisque vous pouvez en apercevoir un petit bout du coup, j'ai fait une sélection de 10 titres que je vous recommanderai ad vitam aeternam. Vous êtes du coup sur 10 incroyables lectures, donc si vous avez envie d'augmenter votre wishlist ou de créer celle pour le Papa Noël, c'est le moment. Mais en même temps, je vous mets au défi de m'en lister en commentaire. Si vous me connaissez un petit peu, si vous êtes assidus, si ça fait quelques années que vous êtes là ou autre. Je vais quand même vous surprendre parce qu'il y en a, ce sont tellement des chouchous, je les ai pas remis vraiment, mais je pense que cette vidéo, je pourrais vous la faire au moins 3 fois, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez voir un épisode 2 de ce concept, à le mentionner en commentaire. Il y en a, franchement, c'est sûr, vous allez les deviner, et d'autres, je ne sais pas. Il y en a un, il y a que la team Insta qui peut le deviner parce que j'en ai parlé que sur Insta pour le moment, ça viendra plus tard sur YouTube. Je suis prête à recevoir des commentaires en mode Kimi, on n'en peut plus, on a déjà trop de piles à lire, trop de wishlist, on arrête les conneries, on continue les conneries. Sans plus tarder, donc c'est pas du tout trié, hein, juste je les ai pris au pif, vous allez voir qu'en plus il y a pas mal de genres différents. Là on est plutôt dans une thématique très proche à venir, je vous ai pris du coup ma romance de Noël favorite. Il s'agit d'Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Pocket, puisque je possède l'édition poche et je crois que cette autrice en grand format est publiée chez Charleston. On y suit Laurie, une jeune femme qui a un petit peu la tête dans les nuages, elle est dans un bus, elle regarde à travers la vitre et là son regard croise un homme et c'est le coup de foudre, littéralement le coup de foudre entre eux, sauf qu'elle n'a pas fait attention et le bus a redémarré et du coup elle a perdu de vue ce jeune homme qu'elle a cherché pendant 1 an. Elle n'a pas réussi à le trouver jusqu'au jour où sa meilleure amie lui présente son petit copain et évidemment du coup il s'agit de ce jeune homme. Évidemment sa meilleure amie est au courant qu'elle a cherché cet homme partout, mais elle ne va pas lui dire que c'est lui parce que elle la voit heureuse et pour elle c'est le plus important même si ça la rend malheureuse. C'est une histoire d'amour magnifique, je l'ai adorée. Elle m'a transplantée, elle m'a fait pleurer et Titi Quetti, c'est ma plus belle comédie romantique de Noël à ce jour. Donc n'allez pas me dire en plus Kimi, ton bouquin elle coûte un rein, c'est une édition poche, ok? Une édition poche, à part certains e-books, c'est ce qui coûte le moins cher à l'heure actuelle dans le milieu littéraire. Donc je peux pas faire mieux. En plus, j'ai vu que l'autrice, elle avait ressorti une romance de Noël cette année et je veux trop la découvrir, mais en même temps, c'est une romance de Noël grand format et j'ai déjà un de ses romans en poche. J'aurais bien voulu aligner du coup les romans de la même autrice. Je suis un peu perplexe sur qu'est-ce que je fais. Vous me conseillez d'acheter le grand format et de vous le mettre dans ma vidéo YouTube où on va lire plein de romances de Noël et par la suite racheter celui-ci en grand format, ou d'être raisonnable et raisonné, d'attendre qu'il sorte en poche l'année prochaine et donc de faire tout en poche. J'en lis peu, c'est juste parce que je ne me consacre pas assez à ce genre. Je sais qu'il y a de véritables pépites et j'en ai trouvé une, en tout cas j'ai trouvé un auteur pépite en thriller. Il s'agit de Nicolas Beuglet avec sa saga dont voici le premier tome, il s'intitule Le Cri. On y suit l'inspectrice Sarah Gellinger et en édition poche, c'est donc chez Pocket encore une fois. Je crois qu'au grand format c'est publié chez XO Édition. Comme je vous l'ai dit, on suit une inspectrice qui est d'origine, alors elle est de l'Est, c'est quel pays exactement? C'est pas écrit Oslo. Oslo, c'est en... oh mon dieu. Je vais dire des bêtises. Il faut savoir que je suis une bille en géographie. Il y a des trucs, j'ai des énormes lacunes, et d'autres où j'ai beaucoup plus de connaissances, mais alors la géo... Oslo, je sais que c'est un pays froid, c'est pas Norvège ou je sais plus. Non, je suis pas en train de vérifier. Non. Il a écrit non, je suis pas en train de vérifier, je crois que j'ai appuyé sur le bouton pour l'audio. Oh, Norvège! Oh purée! Je me sens moins con d'un coup. Me jugez pas, vraiment la géo ça... c'est pas mon truc. Laissons cette intercade de Kimberley est une abrutie de côté. Merci bien continuons avec ce petit bébé. En fait Nicolas Beuglet il a écrit plusieurs sagas, plusieurs trilogies et celle-là se concentre du coup sur une inspectrice en particulier. Le premier tome correspond à un cadavre qui est retrouvé dans un hôpital psychiatrique avec des drôles de marques et des chiffres qui lui sont tatoués notamment sur le front. Ils sont extrêmement intrigants et plus elle va creuser, plus il va se passer de choses, plus il y aura de révélations. D'autres protagonistes vont arriver, il y aura un peu une course contre la montre. Mais ce que j'aime énormément avec Nicolas Beuglet, et là-dessus je trouve que c'est un maître, il remet toute notre vie et toutes nos croyances en question, au calme. J'ai tapé dans le micro. C'est le micro Twitch, j'ai pas vu qu'il était dans le champ. C'est bon, on voit plus rien, tout va bien. Mais vraiment, au calme, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des faits réels, qui fait
convergé vraiment dans une façon de voir les choses, dans une et unique interprétation par ces personnages, et du coup on se dit mais ouais en fait ça a tellement de sens ce qu'il raconte le mec, qu'on sort de là on se dit ok, je remets toute ma vie en question. Là c'est un peu l'histoire de l'humanité, ce premier tome. Le deuxième on remet en question nos croyances plutôt religieuses. Troisième tome je peux pas vous dire parce que si je vous donne la thématique ça va tout vous spoiler, donc je ne dirai rien. Et c'était celui-là qui était un peu plus gore avec des gros guillemets. Vraiment c'est mon auteur chouchou en thriller, les audios. Pépite, je vous invite vraiment à découvrir les audios. Il a écrit tout plein d'autres choses et il y a un nouveau thriller qui est sorti au mois d'octobre je crois cette année. Encore une fois c'est un auteur dont j'ai tout en poche donc je sais pas trop comment faire quand c'est comme ça. De toute façon avant de m'attaquer à sa nouveauté j'ai également une autre saga qui est en 3 tomes et il y a également une inspectrice qui je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise, elle est peut-être écossaise, de mémoire. Normalement si on veut vous dire une collection, vous êtes nombreux je pense à dire Le Faiseur de Rêve. Oui, je l'ai remis, ok? Je l'ai remis. Non mais en vrai, j'ai fait ce que j'ai pu, ok? J'ai fait ce que j'ai pu. Il y en a plein d'autres que j'ai pas pu mettre, comme Lune Ardente ou comme Rose Éternelle et tout. Et j'aurais voulu les mettre, ou Magic Charlie. J'ai dit non, je vais essayer d'en mettre qu'un seul ancien. Bref, il s'agit du coup de la dialogie du faiseur de rêve de Laini Taylor aux éditions Lumen. C'est l'un des tout premiers romans que j'ai lu et c'est l'un des romans qui m'a mis la plus grosse claque dans l'univers, dans l'intrigue, dans l'onirisme de la plume, la qualité narrative, les choses que j'ai pas vu venir, la relation entre les deux personnages, le côté mythologique et tout. J'ai essayé de naviguer tant bien que mal hein, sur ces fameux flots, mais je me suis fait embarquer, fissa. C'est mon bébé d'amour. Et j'avoue que j'ai très peur de relire cette saga un jour. J'ai très peur parce que c'est tellement dans mon souvenir un truc incroyable que je me dis si à la relecture j'ai pas ce sentiment, j'ai ma vie de lectrice qui est foutue. Non, je n'exagère pas. Bon, si vous posez quand même un peu de questions sur Faiseur de Rêve, déjà je ne comprends pas pourquoi vous le connaissez pas. Hein. Dans le doute, on est sur une fantasy orientale où on suit Laszlo Lestrange, qui est un jeune homme orphelin qui vit dans une bibliothèque, dans une ville, il a un rôle précis, etc. Et il est fasciné depuis toujours par la ville de Désolation. C'était une ville qui était vraiment au beau milieu d'un désert, et il était très difficile de s'y rendre. Il y avait juste différents échanges commerciaux avec cette ville, et lui ça le fascine, du coup il cherche plein de reçus de tickets, il essaie de comprendre aussi la langue que parlaient les habitants de Désolation, et je dis ça au passé parce qu'en fait la ville de Désolation a disparu, on n'a plus jamais entendu parler d'elle du jour au lendemain, plus personne n'a retrouvé la trace de cet endroit, enfin bref, un truc de fou. Et un jour, il y a des personnes qui arrivent, un groupe de personnes, et en fait, ils viennent de Désolation. Ils sont à la recherche d'une fine équipe pour les aider afin de régler un problème majeur qui a un lien avec le divin, je vous en dirai pas plus. Et évidemment, même si ce n'était pas prévu de prime abord, Laszlo Lestrange va donc prendre part à cette quête, à cette aventure et à cette traversée. C'était merveilleux, magnifique. À côté de ça, vous avez un point de vue féminin, il s'agit de Sarai qui fait partie du coup du monde des divins, mais je vous en dirai pas plus. C'est mieux parce que quand vous voyez la taille du pitch, mieux vaut rester sur mon pitch à moi. Vous inquiétez pas, vous avez les grandes informations mais vous en avez pas trop. Je rêve qu'un jour la maison d'édition fasse une édition collector française parce qu'il y a des éditions collector dans toutes les langues ou presque, mais en français il y en a pas. Et les éditions Lumen, pour le moment ils ont dit no, et ça me rend trop triste. Ça c'est mon roman de high fantasy favori, quoique j'en ai lu dernièrement qui ont été d'une qualité, mais celui-là il m'avait, vous voyez. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Si vous vous posez la question, j'ai la très vieille édition, c'est le tout premier collector de la maison édition de Saxus. Donc voilà un peu dans l'état qu'il était, voilà comment ils étaient à l'époque si vous posez la question. Il a pris cher, pourtant je l'ai lu seulement au canapé, je l'ai jamais trimballé sur un coussin et tout. Et bon, je l'ai un peu saigné, d'ailleurs vous avez peut-être vu que la jaquette ça avait commencé à s'effacer, du coup je l'avais enlevée en cours de lecture. C'est une briquette des familles, hein, c'est vraiment le parpaing et ce qu'il faut pour assommer les voleurs des lecteurs. Il fait quasiment 1000 pages, et c'est mon choubidou à la crème. C'est très compliqué je trouve de résumer le Prieuré de l'Oranger parce que vous avez une multitude de points de vue, de personnes dans des régions et des royaumes différents avec des objectifs également différents. Je sais qu'on parle de dragons mais c'est pas majoritaire, ne vous faites pas avoir avec cette magnifique cover. Oui il y a des dragons mais c'est vraiment minoritaire. Sachez simplement que le Prieuré de l'Oranger c'est quelque chose de bien particulier au sein de ce royaume et qui vont avoir un rôle à jouer dans le destin de celui-ci. Et c'était
Magnifique. Je l'avais lu en lecture commune, alors j'ai son prénom qui m'échappe parce que ça fait plusieurs années, avec une demoiselle que j'avais rencontrée à mon tout premier Montreuil dans la file d'attente de Benjamin Lacombe. On s'était fait une LC pendant le premier confinement lié au Covid. Voilà, c'est vraiment, ça m'a marqué, je peux vous le dire. J'avais qu'une hâte, parce que moi j'ai bossé pendant le Covid, c'était de rentrer chez moi et de me poser, d'avoir mon moment lecture, et c'était même hyper frustrant de s'arrêter, alors que pour autant, enfin vous pouvez le voir, c'est quand même écrit assez petit, donc ça veut dire que sur l'objectif de lecture du jour, on mettait un petit peu de temps à y aller, mais j'étais juste frustration, je voulais être le lendemain, je voulais poursuivre. Il est magnifique. Vraiment, si vous recherchez de la fantasy très bien construite, très développée, un énorme world building, une plume maîtrisée, un univers riche, c'est... il va vous plaire, il va vraiment vous plaire. Alors pour celle-ci, rien d'étonnant non plus, et je crois, sans vous mentir, que c'était la première lecture commune du Discord quand il a ouvert. En tout cas, c'est une des celles, en plus, il y avait eu le plus de monde, je crois, même à l'heure actuelle. C'était celle autour du premier tome de Keleana de Sarah Jimas au sein de la Martinière Fiction. Je vous présente l'édition brochée, mais si vous n'êtes pas au courant, les éditions brochées ne vont plus être vendues, donc si vous avez besoin de compléter, n'hésitez pas, tout va être édité dans une autre jaquette et en édition collector. Si vous avez besoin de plus d'informations, sachez juste du coup qu'il s'agit d'un désir de l'autrice qui souhaite un petit peu uniformiser les couvertures mais surtout les titres, parce que normalement ça s'appelle certainement pas Keleana qui est le nom de la protagoniste, ça s'appelle Throne of Glass, et forcément nous on est l'un des seuls pays qui a pas suivi la lignée, et je comprends le besoin, l'envie de l'autrice que tout soit raccord. Ça aurait été bien qu'elle le fasse avant qu'on ait publié du coup toute la saga, mais bon, elle s'est réveillée maintenant donc on suit un petit peu ce qu'elle souhaite. J'ai regardé le résumé parce que c'est vrai que il y a une telle évolution, je me suis dit qu'est-ce qu'on sait déjà dans le tome 1, et en le voyant je me dis mais c'est tellement à des années-lumière de ce qui se passe, c'est un truc de fou. De prime abord, Keleana est une assassineuse qui a commis des crimes extrêmement graves et qui a été enfermée pour cela, et le prince va venir la dépêcher pour qu'elle puisse participer à un jeu qui a pour but d'élire le meilleur assassin. Et lorsqu'il y en a un qui est élu, celui-ci devient l'assassin officiel du roi. Il travaille pendant un nombre d'années distincts et il est enfin libre. C'est le seul moyen pour Keleana de le devenir, parce que la prison dans laquelle elle est, normalement elle est censée y rester à vie. Voilà ce qu'on dit dans le tome 1, je vous jure, c'est que si vous êtes comme moi plus loin dans la saga, vous êtes en mode mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça évolue dans tellement de trucs, ça évolue dans de la magie, dans des créatures, dans d'autres intrigues, dans d'autres protagonistes, et juste il faut avancer, il faut rencontrer Rowan. Rowan, quoi, c'est un de mes meilleurs book boyfriends, je l'aime profondément ce personnage pour vous dire, et c'est une des sagas de mon cœur, vraiment, et pourtant, je suis loin d'être à jour, j'en suis que dans le tome 4 partie 2 dans l'édition française. Je précise parce qu'en VO le tome 4, il y a qu'une partie, en France ça a été scindé en deux. Et vous voyez, enfin là, il y a le tome 8 qui vient de sortir, enfin, j'ai encore tellement de chemin à parcourir dans Keleana, et pour autant ça reste... En fait, j'y vais si soit j'ai une panne de lecture, ce qui arrive pas souvent, soit si je sais vraiment pas quoi lire, que j'ai pas d'obligation de lecture, et etc. Je sais que je vais m'éclater. Ça a vraiment évolué de manière exponentielle, on est parti là, et pourtant c'était déjà super bien, et à chaque fois c'est de mieux en mieux, c'est... incroyable cette saga. J'ai un peu triché pour cette autrice parce que j'ai mis 2 romans, 2 sagas, enfin l'un c'est un one shot, l'autre c'est une saga. Bref, j'ai mis 2 fois ces titres et je peux pas m'en empêcher. Le one shot en question, c'est l'un des tout premiers que j'ai lu en romantasy, et c'est l'un des seuls en one shot justement de romantasy. C'est La Reine Courtisane d'Anne-Latrice, voilà, l'édition collector donc qui provient des éditions Black Ink. Elle est merveilleuse, regardez-moi comme il est beau déjà, il est super beau, magnificos. Et le contenu... Mazette, qu'est-ce qu'elle m'a fait chialer dans cette romantasy. Quand on voit la fin, j'étais... Non, ne fais pas ça, vraiment. On a un énorme royaume qui est scindé en plusieurs, et c'est thématisé selon les différents éléments, le feu, l'eau, la terre, et vous avez le prince de feu qui a vu son père, le roi, se faire tuer. Il veut se venger, et du coup il épouse toutes les princesses des autres royaumes, donc ça veut dire que il prend possession du coup du royaume comme il devient le roi, et après il les tue, comme ça il n'y a que lui qui est au pouvoir. Ensuite du coup Alena qui est la princesse, la reine en devenir du clan de l'eau, et c'est son tour puisque toutes les autres princesses y sont passées. Elle se rend donc au château du royaume du feu et on va suivre ses aventures sur place. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alors, d'ailleurs, il est dit comme étant presque un préquel à la Guilde des Ombres, parce que dans cette saga, vous avez des personnages qui pop ici à un moment donné. Alors, vraiment, moi, j'avais pas lu la Guilde et ça a été publié avant la Guilde, donc
pas d'inquiétude si vous n'avez pas lu la guide, on est sur un univers qui est complètement différent, c'est vraiment de la dark fantasy. Mais du coup, après quand j'ai commencé la guide et que j'ai vu les personnages, j'étais là genre en mode Inspecteur Gadget. Il est magnifique, il est merveilleux, il est... Un jour, il faudrait que je les relise, tous ces petits bébés d'amour. Celui-ci, il a fait partie de mes meilleures lectures l'année dernière. Vraiment, c'est un genre... Je sais pas quel genre c'est, honnêtement, je sais pas dans quoi faut le classer. En tout cas, il y a une réédition collector cette année, donc je vous présente la réédition collector du coup des 7 marines d'Evelyn Hugo de Taylor Red Jenkins aux éditions Hauteville. Ça, j'adore déjà le gold, voilà, c'est gold, mais regardez-moi ce vert. Il est magnifique et ça donne un effet presque tissé la manière dont c'est fait. Il est... Voilà, des fois il n'y a pas de mots. Des fois on me dit oh j'aime bien Kimberley, t'as une belle élocution. Et des fois je suis les et waouh et moi je parle en onomatopée, tout va bien. C'est un récit que je trouve, peut-être qu'il est facilement classable pour certains, mais moi je n'arrive pas à le mettre dans une boîte. C'est très particulier, personnellement j'avais découvert en audio et l'audio il est incroyable. On y suit du coup justement Evelyn Hugo, une célébrité qui a eu un parcours de vie. On sait pas exactement, moi je fais ah parce que je le sais, mais au début on sait pas du tout, on sait juste qu'elle a eu 7 maris et elle va contacter un jour une journaliste, précisément une journaliste, pour lui raconter toute sa vie, chose qu'elle a toujours refusée. La moindre interview, le moindre truc, elle a toujours tout refusé et elle va livrer toute sa vie à cette journaliste. Déjà quelle vie, qu'est-ce qu'elle a traversé, le sexisme, l'homophobie, il y a eu tellement de choses, c'était dur, elle a dû faire des choses impensables, des choses parfois cruelles et d'autres où elle a souffert énormément et enfin son histoire elle est incroyable. Et il y a un petit quelque chose sur pourquoi cette journaliste, un petit gros quelque chose quand même, qui est également du coup très intéressant et on a l'impression d'avoir en fait un puzzle, mais on n'a pas la globalité du puzzle et c'est à la fin, elle nous donne la pièce maîtresse qui permet de tout emboîter d'un coup, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment fait d'une main de maître, j'ai été transportée etc. Pour autant si vous me connaissez c'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais, c'est-à-dire que les retours étaient extrêmement positifs, vraiment les chroniques étaient plus qu'élogieuses à son égard, mais j'aurais pas cru que ça aurait été fait pour moi quoi. Mais c'est un petit bébé d'amour et maintenant il a cette édition divine, il ne bougera pas de ma bibliothèque, comme tous les livres de cette vidéo d'ailleurs, à moins qu'il y ait des éditions qui les surpassent, sait-on jamais. Celui-ci, c'est que la team Insta qui est au courant, c'est-à-dire que si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir passer, j'ai travaillé avec la maison d'édition sur ce titre, il m'a... Mais YouTube vous êtes pas au courant parce que je l'ai pas lu dans un vlog et que le date lecture paraîtra en décembre puisque je l'ai lu au mois de novembre, donc c'est vraiment tout récemment. En tout cas, si maintenant vous me demandez une reco de Dark Academia, Curious Tide de Pascal Lascelles aux éditions Brajon Collection Big Bang. Déjà quand on m'a contacté pour travailler dessus, j'étais en mode il me tente depuis le début, je devais le lire cet été, je n'ai pas pu. Et je me suis dit mais carrément, enfin travailler là-dessus, moi il me tente de fou, je serais trop contente. En plus j'avais rencontré l'autrice parce que la maison d'édition avait vraiment fait un gros truc, ils avaient fait une espèce de mini salon Brajon, il y avait plein d'auteurs à dédicacer etc. Et après on a eu un petit truc en mode privé avec les partenaires. Et du coup j'ai pu en profiter pour la rencontrer. Il y avait aussi Daniel Jensen et CS Paka, enfin vous voyez genre le triplé gagnant. Et j'en avais entendu quand même beaucoup de bien, mais il avait pas fait un gros boom, il avait pas tant popé. Mais bordel, quelle erreur, je suis désolée pour vos oreilles mais quelle erreur. C'est incroyable ce qu'a écrit l'autrice ici. Alors moi je pensais que c'était son primo roman. Oui et non, c'est le premier qui est édité mais c'est pas le premier qu'elle écrit du coup. Sachez qu'on a un univers où les dons de tout à chacun sont en corrélation directe avec la phase lunaire au moment de notre naissance et également des différentes marées. Déjà rien que le fait de dire tout ça, vous voyez un peu le truc. Et en fonction du coup de chaque lune, vous avez différentes catégories de dons, différentes catégories de personnes. Et vous avez quand même ceux qui sont craints, ceux qui ont une magie qui ne rentre dans aucune catégorie, etc. qui peuvent avoir une magie absolument incommensurable. Et ceux qui sont nés en fait pendant une éclipse tout simplement, c'est vraiment genre les parias, on a peur d'eux, ils vivent de manière reclus etc. Et ici on y suit Emory qui étudie dans une académie bien particulière, sauf que l'année dernière, en suivant sa meilleure amie qui est devenue très étrange, elle s'est rendue compte qu'elle allait dans une grotte et il s'est pas cassé quelque chose dans cette grotte, sauf que tous les autres élèves sont morts, il y a qu'elle qui est vivante les gars, il y a qu'elle, sauf que depuis, elle a une magie hyper chelou, elle qui était guérisseuse avec une magie
pas si forte que ça, vraiment tranquillou biloute. Elle était pas une personne qui était forcément réputée, connue dans le domaine, enfin voilà, vraiment la guérisseuse lambda. Mais alors là, depuis, oh, elle a une magie du tonnerre, on comprend pas ce qui s'est passé, mais faut garder ça secret, parce que dans cet univers, tout est régi, et s'il y a un manquement, si on a donné une fausse information, etc., enfin, il en va de notre vie, quoi. Elle va donc demander de l'aide au frère de sa meilleure amie, qui faisait partie du coup du groupe des personnes qui sont décédées, parce que le frangin, en l'occurrence, il appartient aux personnes qui sont nées sous une éclipse lunaire notamment, et elle se dit qu'en tant que tel, il doit avoir quand même pas mal de connaissances, donc elle va un peu lui demander un coup de main. Et à côté, vous avez un autre jeune homme qui était là au moment où il y a eu ce problème dans la grotte. En tout cas, il l'a retrouvé sur la plage. Et depuis, il la regarde en coin, etc. Et petit à petit, il va lui donner des indices, des pistes sur ce qui a pu se passer. Et avec lui, elle va embarquer dans cette histoire, tout simplement. C'est Petit Bébé d'amour, c'est Dark Academia favorite chouchou de tous les temps. Je vous la recommande fois 1000, elle est merveilleuse et j'espère que le tome 2 arrivera vite parce qu'il me semble qu'il est déjà sorti en VO. Je vous avais dit qu'il y avait un deuxième animatrice et là j'ai glissé sa saga Mirina. Oh, c'est rare, pardon. Sur Black Ink, saga avec des démons, des créatures, des succubes et compagnie. C'est vraiment l'une des rencontres que je garde en tête, l'une des plus drôles qui m'était donnée de lire. Franchement, celle-là, elle marque les annales des rencontres entre les protagonistes. Et ça va tellement plus loin que cette histoire d'amour entre une succube et l'un des plus grands démons de tous. Voilà, je peux pas vous en dire plus, simplement cette aventure elle était... Ah là là, en fait il y a un spin-off sur un protagoniste et tout, donc il y a 4 romans au total dans l'univers. Je les ai bouffés, je les ai tous fait en audio, ils sont d'une... qualité, c'est Anatrice, tout simplement. C'est pour ça que vraiment je suis tous ces écrits à la lettre. À chaque fois je passe des moments, oh, si c'est pas des coups de cœur, c'est pas loin systématiquement. Et même si la cover est un peu particulière, elle fait un peu pas toute jeune. Je sais pas de quand il est le premier tome. Oh, 2020, ça va encore. C'est vrai que c'est une genre de cover qu'on voit pas tellement, mais qu'est-ce qu'il est bien, bordel. Faites-moi confiance. C'est une saga que j'ai tellement adorée, et vous êtes d'ailleurs plus d'un à m'avoir fait confiance, à l'avoir découvert et avoir tout autant adoré. Je pense à Mandy, voilà, c'est Mandy qui me vient tout de suite en tête. C'est une pépite incommensurable. Et pour finir cette vidéo, je suis fière de placer un roman auto-édité, hein, quand même, au bout d'un moment. Et l'un des derniers, mais qui me reste en tête et en tête, c'est bien Maudit de Marine Kelada. On a un récit à 2 temporalités, bien que celle actuelle à notre époque est minoritaire dans le récit. On a donc une grosse partie historique, romance, Écosse, contes et légendes, mythes écossais et compagnie. C'est... Oh purée. J'ai pleuré plusieurs fois, la fin fait pleurer et il y a un autre petit passage où j'ai pleuré mais parce que ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu, donc vraiment ça m'est propre et personnel. Et je vous le dirai pas parce que je vous spoilerai un petit truc, donc je préfère ne pas le dire. Mais oh, c'est comme ça que j'ai découvert l'autrice. J'ai découvert l'autrice avec ce Petit Bébé d'amour. Et qu'est-ce que j'ai bien fait. Je l'avais fait dédicacer en 2023. Voilà, je l'avais acheté et dédicacé et je l'ai lu peut-être le mois suivant, je crois. Depuis, je la suis assidûment. J'ai son nouveau bébé qui s'intitule Rune et vraiment c'est une autrice à découvrir, à soutenir si vous aimez tout ce qui est légende écossaise, etc. Ça ne peut que vous plaire. Là, son dernier roman, c'est plutôt aspect mythologie nordique, enfin... Elle est tellement douée dans ce qu'elle fait, elle est inspirante et elle est bouleversante dans ses écrits. Vraiment, quand elle écrit, elle partage un peu en story, on sent qu'elle est animée par ce qu'elle fait, elle est dévorée. Des fois, elle a des périodes un peu plus dures parce que voilà, elle a aussi un boulot à côté, etc. Mais il y a des moments, elle est dans un rush où elle écrit, elle a ce besoin frénétique et c'est là que vraiment tout le truc il prend vie et je trouve ça absolument merveilleux après de la voir là et de me dire ouais, en fait, quelle femme, à découvrir. Une petite beauté, quelque chose qui va vous retourner, mais ah, c'était vraiment beau. Et bien voilà, merci d'avoir écouté du coup mes 10 recommandations, entre autres, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup dans la liste. S'il y en a que vous avez déjà lu par tout hasard, n'hésitez pas à me le dire, et par le plus grand des hasards, s'il y en a que vous avez lu parce que Bibi vous en a parlé, alors là je serais bien curieuse de savoir, et du coup d'avoir votre avis derrière également. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, peut-être jusqu'au bout. Si tel est le cas, trouvez-moi des emojis un peu qui font penser à l'Écosse et compagnie. Voilà. Bonne chance à vous. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao!